Bonjour à tous, donc je me présente, je suis le docteur Christine Poitou, je travaille à la Pitié-Salpêtrière. Je suis prof de nutrition aussi à la Sorbonne Université. Et donc on va aborder maintenant les problèmes de poids chez les personnes avec TSA, troubles du développement intellectuel. Essentiellement, ces deux troubles du neurodéveloppement dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, parce que les autres sont un petit peu moins associés aux problèmes d'excès de poids. On ne va pas du tout parler aujourd'hui d'un autre problème nutritionnel qui est aussi fréquent dans cette population, qui est la dénutrition ou la maigreur. On va vraiment se focaliser sur les excès de poids, surpoids et obésité. Et avant de commencer sur les chiffres dans cette population, je rappelle juste comment on parle de surpoids et d'obésité. Donc chez l'enfant, on parle de surpoids et d'obésité en fonction de l'âge sur des courbes d'IMC. C'est toujours à partir de l'IMC qui prend en compte le poids et la taille en fonction du sexe. Donc il faut vraiment bien retracer la courbe d'IMC pour diagnostiquer, dépister un excès de poids, surpoids ou une obésité. Chez l'adulte, donc à partir de 18 ans, on parle de surpoids quand on a un IMC supérieur à 25 et une obésité quand on a un IMC supérieur à 30. Donc quand on va voir ces chiffres-là, c'est les chiffres qu'on va voir de prévalence, c'est vraiment sur ce diagnostic-là qu'on les donne. Alors justement, quels sont les chiffres ? Et on va voir que c'est vraiment un problème important dans cette population et qui malheureusement n'est pas toujours prise en compte dans l'évaluation somatique des personnes. Donc si on parle juste du trouble du spectre de l'autisme, associé le plus souvent à un trouble du développement intellectuel, quand on reprend cette étude qui est une méta-analyse de 95 études au niveau mondial, il y en avait beaucoup en Amérique du Nord, ce qui est important parce que vous savez que la prévalence de l'obésité en Amérique du Nord est importante, mais il y avait aussi des études européennes et en Asie. Alors là, je vous ai mis sur ce graphique la comparaison avec les chiffres de la prévalence du surpoids et de l'obésité, donc ce qu'on appelle l'excès de poids, de l'organisation mondiale en 2016. 2016, c'était il y a déjà 8 ans. Il y a eu depuis une augmentation de cette prévalence. Donc ces chiffres-là sont déjà un petit peu anciens en termes d'importance, je dirais. Donc vous avez sur ce graphique les classes d'âge avec les enfants à gauche et puis à droite les jeunes adultes. Et vous voyez que dans la population générale, on a un surpoids et une obésité dans moins de 8% des cas chez des jeunes enfants qui augmente. Alors là, c'est une tranche d'âge de 6 à 18 ans, 16%. Évidemment, ça augmente chez les adolescents. On est plutôt vers 7-8% vers 6-12 ans. Et puis ensuite, au-delà de 10% pour la tranche des adolescents. Et vous voyez que chez les adultes, on avoisine quasiment 60% au niveau mondial avec de grandes disparités géographiques. Mais ça nous donne quand même un élément de comparaison. Et dans cette revue méta-analyse, vous voyez que l'excès de poids, surpoids plus obésité, donc en orange et en rouge, eh bien vous voyez que notamment chez les adolescents, on a un risque multiplié par 3. Donc chez les adultes, ça apparaît pas comme ça vraiment flagrant si on regarde que l'association surpoids et obésité. En revanche, quand on regarde uniquement les chiffres en rouge, vous voyez que, et là j'ai remis pareil les comparaisons qu'on a au niveau international, on a un risque d'obésité qui est multiplié par plus de 3 chez les enfants et les adolescents, donc des obésités précoces, et puis multiplié par quasi 3, 2,5 chez les adultes. Donc des chiffres qui sont particulièrement inquiétants, importants, et encore, je le répète, sur des prévalences d'obésité qui n'ont fait qu'augmenter depuis ces chiffres-là. Encore une autre étude qui m'a paru intéressante, c'était aussi une étude sur une large... Alors, ce n'était pas une méta-analyse, ce n'était pas 95 études, mais c'était une large population. Et là, l'intérêt, c'était qu'on distinguait plusieurs groupes de personnes. Donc, à gauche, les enfants, à droite, les adultes. Vous avez la trisomie 21, où l'on sait classiquement qu'il y a une prévalence de l'obésité importante. Presque un enfant sur 2 et 81%. Alors,
surpoids plus obésité. Le chiffre noir est la somme du surpoids et de l'obésité. Mais vous voyez aussi que dans le trouble du spectre de l'autisme, on a 42% chez les enfants, 62% chez les adultes. Et quand on prend juste le trouble du développement intellectuel, on a aussi des prévalences qui rejoignent ce que je vous ai montré dans la diapositive précédente. Donc on est à peu près sur les mêmes chiffres. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'il regardait le risque d'augmentation des comorbidités et qu'on voyait qu'en fonction du groupe, les apnées du sommeil étaient plus de 3 fois supérieures dans ce groupe de personnes avec TND et notamment dans le groupe trisomie. On avait un risque de presque 7 fois d'apnée du sommeil. Je rappelle que les apnées du sommeil sont responsables de complications respiratoires et en particulier d'hypoventilation alvéolaire. 50% de ces hypoventilations alvéolaires se détectent au moment d'un épisode aigu en réanimation. Donc on a vraiment là des chiffres assez inquiétants en termes de complications et de risques, notamment chez les adultes et les jeunes adultes. Le diabète, vous voyez que le surrisque est aussi très augmenté, l'hypertension, et on pourrait décliner comme ça toutes les complications de l'obésité, mais là je me suis focalisée sur les complications les plus graves, cardiométaboliques, qui donnent aussi un risque de diminution de l'espérance de vie et une augmentation de la mortalité. Alors maintenant qu'on a vu ces chiffres et qu'on a posé le problème en termes d'importance, en termes de prévalence, quelles sont les causes ? Comment on explique qu'il y ait une augmentation ? Alors l'augmentation de l'obésité, on ne va pas faire un cours sur l'obésité en général, mais là on va vraiment se focaliser sur quelles sont les causes dans cette catégorie de patients. Alors, si on vient sur les choses très simples, un poids est stable. Vous avez cet individu-là qui est adulte, qui est globalement stable, si ses apports sont équivalents à ses dépenses. Donc, les apports, c'est l'alimentation. Et là, on ne va pas tout décliner, mais c'est les quantités qu'on mange, les portions, ce qu'on appelle la densité énergétique, c'est-à-dire la qualité nutritionnelle, en particulier les boissons, les sodas, les aliments gras et sucrés. Les aliments ultra transformés sont des aliments très denses en énergie qui ne favorisent pas l'équilibre faim-satiété. D'accord ? Il y a l'alcool aussi qui est très dense en énergie, donc de temps en temps, on peut avoir aussi des consommations d'alcool importantes. Et puis, bien sûr, tous les troubles du comportement alimentaire qui vont augmenter les quantités, augmenter ou diminuer la qualité nutritionnelle. Dans les dépenses, on a ce qu'on appelle le métabolisme de base, extrêmement important parce que c'est au moins 2/3 de la dépense énergétique totale. Et ce métabolisme de base, il repose essentiellement sur la masse musculaire. Cette masse musculaire, elle est elle-même dépendante de l'âge. Plus on vieillit, moins on a de masse musculaire. De certaines maladies, on va y revenir, et notamment des maladies musculaires qui atteignent le muscle. Le sexe, les femmes dépensent moins que les hommes parce qu'elles ont une répartition corporelle favorisant la masse grasse aux dépens de la masse musculaire. Et puis certaines hormones, et en particulier les contextes hormonaux qui peuvent déséquilibrer la balance tissu adipeux masse musculaire. Donc ce métabolisme de base, il est assez peu modifiable puisqu'on va le voir, il est déterminé aussi génétiquement et par cette masse musculaire. Et puis surtout, les dépenses, ça va être ce qui est modifiable pour le coup, c'est la sédentarité et les activités physiques. Et en plus, plus on a d'activité physique et moins on est sédentaire, plus on va pouvoir aussi favoriser cette masse musculaire et donc favoriser la dépense énergétique de repos. Donc voilà un équilibre qui est à peu près logique. Alors tout ça va dépendre de pas mal de choses. D'abord des facteurs biologiques et en particulier l'hérédité génétique. Vous savez qu'on est tous inégaux devant les problèmes de poids. Ça a été bien montré. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hérédité polygénique. C'est pas des maladies, c'est des polymorphismes. Les antécédents familiaux sont là pour nous indiquer si on a plus ou moins de risque quand même de prendre du poids. Cette hérédité génétique, elle va donner à peu près un seuil de poids de forme qui va être le poids qu'on a quand on n'a pas de trouble du comportement alimentaire, quand on a à peu près une balance énergétique équilibrée. On va maintenir un poids de forme à peu près tout au long de la vie. Et puis, on a certains syndromes génétiques, on va y revenir, certains troubles du neurodéveloppement qui, là, pour le coup, ne va plus être de l'hérédité polygénique, mais vraiment impliquer des gènes qui vont
impacter énormément et l'équilibre de la balance énergétique et le métabolisme de base, en particulier la masse musculaire, et également les comportements. Donc là, les comportements sont absolument majeurs pour expliquer ce qu'on fait au niveau alimentaire, ce qu'on sélectionne, les choix, les quantités, les troubles du comportement alimentaire, bien sûr, mais les comportements, ils sont aussi importants pour expliquer nos mouvements, le fait d'être plus sédentaire, l'activité physique. Donc on voit bien là, quand je dis comportement, c'est dès l'instant où il y a des troubles du comportement, ça va pouvoir impacter tout ça. Bien sûr, les facteurs psychologiques, vous avez tous autour de vous, vous-même, pu expérimenter le fait que quand il y a des événements de vie difficiles, du stress, la dépression, etc., on a des modifications de ces comportements alimentaires, mais également comportements de mouvement. Ça agit assez peu sur le métabolisme de base, tout ça, ça agit même pas du tout. Les émotions, bien sûr, on parle beaucoup d'alimentation émotionnelle. Le sommeil va aussi être un facteur extrêmement important de cette balance énergétique, mais aussi sur l'équilibre métabolique et en particulier le métabolisme de base, donc vraiment un déterminant important de ce qui peut être un petit peu modifié. Et puis, certains toxiques, la consommation de tabac. Donc, la consommation de tabac, ça agit plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que ça augmente les dépenses. Mais l'arrêt du tabac, par contre, va pouvoir aussi déséquilibrer cette balance énergétique et les médicaments. Alors, tout ça, bien sûr, ça, c'est les facteurs individuels. Mais tout ça est énormément influencé par la niche écologique dans laquelle l'individu évolue et en particulier les facteurs économiques et sociaux. Et on sait très bien maintenant que l'obésité, en particulier l'obésité sévère, se développe c'est à peu près stabilisé dans les populations de catégories socio-professionnelles supérieures et en revanche a énormément augmenté, multiplié par 4 en 10 ans dans les populations très précaires. Donc, effectivement, c'est un facteur aussi important parce que quand on va évaluer et prendre en charge des personnes qui ont des problèmes de poids, il va aussi falloir tenir compte de ces facteurs-là. Alors, pourquoi sur cet équilibre énergétique que je vous disais normalement à peu près équilibré, pourquoi dans les TND on a un déséquilibre avec une augmentation des apports et ou une diminution des dépenses, et en général on a les deux, ce qui fait qu'on a un déséquilibre important, une prise de poids importante. Eh bien, parce que les facteurs biologiques vont être très impactants sur ce système, en particulier quand on a des obésités syndromiques, je vais y revenir, c'est-à-dire que des gènes eux-mêmes sont impliqués au niveau cérébral dans la régulation de cette balance énergétique, et en particulier des signaux de faim et satiété et la dépense énergétique. Et puis, certaines anomalies neurodéveloppementales vont aussi impacter les prises alimentaires, le métabolisme de base. Je pense par exemple à certains syndromes où on a une hypotonie musculaire avec un muscle qui marche moins bien. Et puis ces facteurs biologiques, obésité syndromique ou troubles du neurodéveloppement d'origine génétique, pas forcément sur des gènes hypercentraux, mais dans la régulation de la balance énergétique, mais ces anomalies vont aussi impacter le comportement avec des troubles du comportement. Et donc les troubles du comportement alimentaire vont finalement être intégrés dans ces troubles du comportement. L'anxiété qui va pouvoir générer aussi des difficultés sur l'alimentation, sur les mouvements, la dysrégulation émotionnelle, extrêmement important. Dans l'obésité commune de tout à chacun, les émotions, vous le savez très bien, sont très très importantes pour réguler ce qu'on mange, à la fois négatif, positif. Ça peut être tout à fait positif quand on est avec des amis, qu'on aime manger, etc. Voilà. Mais effectivement, chez ces personnes, enfants et adultes, on a très souvent une dysrégulation émotionnelle qui va avoir des effets sur ces comportements alimentaires et mouvements. Les troubles du sommeil, très fréquents aussi. On en a parlé un petit peu quand on a parlé des troubles somatiques. Et enfin, les psychotropes. Alors, psychotropes, ça peut être aussi les antiépileptiques, mais vous savez que les neuroleptiques sont des molécules qui ont des effets absolument majeurs
à la fois sur les systèmes de régulation de la prise alimentaire, également sur la dépense énergétique, de repos, mais également sur tout ce qui est métabolique. Donc, il va y avoir des effets sur le poids, mais également sur le métabolisme, avec des risques de développement de diabète et de maladies cardio-métaboliques. Donc, on est finalement dans des situations à très très haut risque de développer des problèmes de poids, ce d'autant qu'on a une hérédité familiale et encore plus si on a des gènes qui sont impliqués dans ces zones de régulation. Donc en gros, on distingue deux grands types de situations. Des obésités qu'on dit syndromiques, c'est-à-dire que les gènes, ils agissent directement au niveau hypothalamique, le centre de régulation de la prise alimentaire. Le rôle de l'environnement, il est important quand même. De toute façon, dans toutes les obésités, il est important, mais il n'est pas absolument majeur. Et l'obésité se démarre très très tôt. Quand on regarde les courbes d'IMC des enfants, ça démarre avant 6 ans, voire même plutôt vers 2-3 ans. L'obésité syndromique la plus fréquente, c'est le syndrome de Prader-Willi, que vous connaissez peut-être, qui est une maladie relativement fréquente pour une maladie rare et qui entraîne des obésités précoces, mais surtout des troubles du comportement alimentaire très précoces. Donc l'évolution de l'IMC, eh bien, c'est tout de suite, on n'a même pas de rebond souvent. Et les obésités qu'on voit, alors j'ai oublié de dire tout à l'heure que moi je m'occupe d'adultes, mais que je travaille avec les pédiatres en transition. Et on a souvent des obésités précoces mais sévères quand on les voit arriver à l'âge adulte. Les troubles du comportement alimentaire dans cette situation sont majeurs, absolument majeurs. Je vais y revenir sur l'exemple du syndrome de Prader-Willi. Et on a souvent des anomalies endocriniennes puisqu'il y a une atteinte de l'hypothalamus et que donc ça impacte la régulation de l'axe de l'hormone de croissance, des hormones sexuelles et de la thyroïde. Et puis, donc, ces obésités sont dites rares. C'est ce dont je m'occupe dans le centre de référence maladies rares, obésité de cause rare, que je coordonne à la Pitié-Salpêtrière. Mais donc, c'est plutôt rare, même si finalement, quand on ajoute toutes les causes, on a à peu près une 60aine de syndromes qui ont à peu près ce profil d'évolution. Et puis on a tout le reste, c'est-à-dire une obésité qui se développe chez une personne ayant un trouble du neurodéveloppement, par exemple un trouble du développement intellectuel, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt à l'adolescence et les jeunes adultes où là on a une aggravation de cette obésité pour toutes les raisons que j'ai dites. Et puis on a souvent, alors on peut avoir des troubles du comportement alimentaire, bien sûr, mais qui ne sont pas forcément aussi importants que dans les obésités dites syndromiques. Et puis le reste est rare puisqu'on n'a pas forcément d'atteinte de l'hypothalamus. Alors le comportement alimentaire, je ne vais absolument pas détailler, mais si ça vous intéresse, vous aurez de toute façon la diapo, pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de dimensions. Et quand on s'intéresse au comportement alimentaire, c'est de tout ça auquel il faut qu'on s'intéresse, c'est-à-dire les troubles de l'oralité, les troubles ingestifs, les signaux de faim et satiété, la prise alimentaire, je l'ai dit, la composition nutritionnelle, la qualité des aliments, le nombre de repas, les préférences alimentaires, l'acceptabilité alimentaire. On a vu tout à l'heure Cora qui parlait du pica chez certaines formes d'autisme très sévères. L'alimentation liée aux émotions et à l'environnement, la recherche de vol de nourriture, ça c'est vraiment dans les cas très extrêmes, et puis contrôle alimentaire, il manque une petite encart, c'est pas grave, contrôle alimentaire parfois impossible, on peut pas du tout, la personne ne peut pas se contrôler sur le plan alimentaire. Donc évidemment, toutes ces dimensions sont très variables d'un individu à l'autre. Dans les obésités dites syndromiques, on a ces troubles majeurs de recherche de nourriture, de vol de nourriture, de stratégie à mettre en place. C'est le cas du syndrome de Prader-Willi, où on a un hypothalamus qui est complètement inactivé, d'origine génétique, avec une altération des signaux de faim et satiété. C'est-à-dire que la personne, même si elle a mangé, elle pourra toujours manger. En fait, elle n'a aucune sensation d'absence de faim, c'est ça la satiété, c'est l'absence de faim entre deux repas. Donc si on la met par exemple face à un buffet ad libitum, elle pourra manger jusqu'à parfois même des conséquences très importantes sur l'estomac. On a eu des cas de rupture gastrique si on laisse les personnes en lien avec la nourriture ou avec la vision de la nourriture sous leurs yeux. Ensuite, on a un système de récompense qui est hyper activé. Le système de récompense, c'est ce qui est
impliqués dans les addictions. Et le système de récompense, il est très en lien aussi avec l'hypothalamus, avec des neuromédiateurs qui vont aussi être altérés. Et ça va être vraiment les comportements d'obsession alimentaire, d'augmentation de la quantité, de la négociation justement pour la recherche de nourriture. L'impulsivité alimentaire. Hein. Et puis, on a également des défauts de contrôle cortical. Donc vous voyez qu'à 3 niveaux, tout ça est altéré. Alors ça, c'est le syndrome de Prader-Willi qui est assez caricatural de ces troubles du comportement alimentaire, mais on a d'autres exemples de troubles du neurodéveloppement avec ce type de comportement alimentaire. Et puis on a finalement un peu tout le continuum dans les problèmes de comportement alimentaire. Mais je dirais que ce qu'on met en place comme prise en charge pour ce type de pathologie, en fait, marche aussi dans les autres types de troubles du neurodéveloppement, même si les symptômes sont moins importants. Alors justement, on y vient. Quelles sont les prises en charge nutritionnelles que l'on peut faire ? Il faut d'abord redire, je ne l'ai pas dit au début en introduction, mais pourquoi on s'intéresse à l'excès de poids, à l'obésité, c'est qu'il y a des comorbidités multiples, en particulier en fin d'adolescence et au moment de la transition à l'âge adulte, là au moment où la prise de poids s'aggrave. Alors j'ai mis en rouge les plus fréquentes, mais ce qui est vraiment fréquent, c'est les complications métaboliques, je l'ai dit, les complications pneumologiques, ostéo-articulaires. Alors ça, chez les jeunes adultes, ça ne va pas forcément se voir tout de suite, mais c'est vraiment le pronostic sur le moyen et long terme et le pronostic sur la mobilité. Et puis, il y a aussi des conséquences psychologiques importantes, en particulier chez les enfants et les adolescents qui démarrent des obésités très précoces. Vous avez tous entendu parler de la stigmatisation de l'obésité et aussi des troubles du comportement alimentaire. Et ça va favoriser, y compris chez des personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement, mais aussi leur entourage, ça va favoriser effectivement potentiellement la chronicisation de la maladie de l'obésité. Autre information extrêmement importante que je n'ai pas mise en slide, mais qu'il faut retenir, c'est que les problèmes de poids, l'obésité, c'est une maladie chronique, d'accord ? Et donc ça nécessite évidemment une prévention, mais aussi un accompagnement tout au long de la vie pour éviter que les choses s'aggravent et justement éviter que les complications apparaissent, les complications qui sont quand même plutôt à l'âge adulte, parfois tardivement, comme certains cancers, qui sont vraiment en lien avec quasiment tous les cancers ont un surrisque quand on a une obésité. Alors la médecine, elle doit être globale et coordonnée. Donc là, j'ai mis un adulte parce que moi, je m'occupe exclusivement d'adultes. Mais chez les enfants, on va avoir la même évaluation globale, multidisciplinaire, avec est-ce qu'il y a une génétique particulière qui peut expliquer l'obésité, mais là on va vraiment s'appuyer sur le début de l'obésité et les troubles du comportement alimentaire. Est-ce qu'ils ont débuté précocement pour penser qu'il y a vraiment une anomalie génique en lien avec cette obésité? Évaluer le comportement alimentaire sur toutes ces dimensions dont j'ai parlé, évaluer l'activité physique, bien sûr aussi, les complications et les comorbidités de l'obésité. Donc vous voyez que c'est un exercice de médecine globale, hein. On ne s'occupe pas que d'un organe, on s'occupe de l'ensemble de l'individu et finalement tous les organes sont impactés par cette obésité. Ensuite, parfois on est dans le cadre d'un syndrome, Perrine en a bien parlé, donc c'est aussi prendre en compte toutes les autres atteintes syndromiques qui peuvent être aggravées par l'obésité. Je vous prends un exemple. Par exemple, dans le syndrome de Prader-Willi, on a une narcolepsie qui est en lien avec le trouble neurodéveloppemental hypothalamique. D'accord ? Eh bien, l'obésité va aussi induire des apnées du sommeil. Et cette personne, elle va avoir 2 troubles du sommeil, la narcolepsie plus les syndromes d'apnée du sommeil. Donc, ça potentialise en fait l'aggravation des complications. Bien sûr, l'évaluation comportementale et neuropsychologique, parce qu'on va voir que la prise en charge de ces troubles du comportement alimentaire et de l'obésité repose évidemment sur cette prise en charge comportementale et neuropsychologique. Et puis chez l'adulte, extrêmement important, tout ce qui est autonomie, etc.
Donc l'évaluation nutritionnelle sur le plan médical, c'est l'évaluation de la courbe d'IMC, les troubles du comportement alimentaire, on en a parlé. Est-ce que ça pourrait s'intégrer dans un syndrome génétique évoquant une obésité syndromique impliquant l'hypothalamus? Les médicaments, l'histoire des médicaments, quand est-ce qu'on a introduit les psychotropes, à quelle dose, etc. L'évaluation du sommeil, puisque je vous ai dit que c'était extrêmement important aussi pour expliquer l'aggravation du poids. Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux d'obésité pour voir si on est plutôt dans une hérédité polygénique? La composition corporelle, pourquoi? Parce que je vous ai dit que la masse musculaire était très importante pour déterminer en fait le niveau de métabolisme de base et aussi pour adapter les conseils diététiques du coup. Et puis l'évaluation des comorbidités, on en a parlé, ça c'est vraiment une partie médicale extrêmement importante. L'évaluation par la diététicienne, et j'ai mis l'enseignant en APA, EAPA, c'est l'enseignant en activité physique adaptée. Donc là, c'est les différentes dimensions du comportement alimentaire. Donc il faut une diététicienne qui ne fait pas que compter les calories. D'ailleurs, on ne compte pas les calories. Je ne vous ai pas parlé de calories là. Je vous ai vraiment parlé de comportement. Est-ce qu'il y a un cadre alimentaire à la maison, l'environnement, l'accès à la nourriture, les habitudes alimentaires de l'entourage, très important. Bien sûr, les fluctuations de poids, etc. Et puis je vais y revenir. On a des questionnaires qui peuvent aider. Et l'enseignant en activité physique, eh bien, il va évaluer la sédentarité, les activités physiques quotidiennes, les freins et les obstacles, parce qu'ils sont potentiellement importants dans l'obésité en général, en particulier l'obésité sévère, mais peut-être encore plus quand il y a un trouble du neurodéveloppement. Il faut impliquer l'entourage. Et puis, bien sûr, tout ça avec l'évaluation psychologique, alors psychologique, psychiatrique, le contexte comportemental, l'état d'esprit de la famille par rapport aux problèmes de poids. Là, c'est vraiment ça. L'acceptation du handicap, le regard que l'entourage a sur les problèmes de poids, la conscience des enjeux et des changements qu'on propose, les aspects culturels et les aspects psychosociaux de l'entourage. On a vu que les facteurs économiques étaient très très importants dans le développement de l'obésité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de majeur. Donc ça, c'est plus le côté social, assistante sociale. Alors chez l'enfant, l'évaluation du comportement alimentaire, ça je me suis appuyée sur un petit flyer que le professeur Duberne, donc, qui est pédiatre à l'hôpital Trousseau, et avec qui on travaille, parce qu'elle est aussi centre de référence maladie rare, obésité de cause rare. Elle fait partie du centre spécialisé de l'obésité où je travaille. Et donc, on travaille ensemble, en fait, sur ces questions-là. Donc, elle a commencé à faire un petit flyer qui n'est pas encore finalisé, mais je vous le mets en avant première. Donc, mon enfant, des questions simples qu'on pose. Et il semble avoir une obsession pour l'alimentation. Il mange beaucoup, il n'est jamais rassasié. Ça, c'est les troubles de la faim et de la satiété. Et très sensible à tout ce qui a trait à l'alimentation. Et puis, on peut avoir quelques questionnaires, je vais y revenir. Chez l'adulte, parfois, c'est beaucoup plus difficile. Si on n'a pas l'entourage, il faut avoir l'entourage des jeunes adultes ou des adultes qu'on voit qui ont des problèmes de poids, parce que parfois, ils ont du mal à exprimer eux-mêmes leurs difficultés par rapport au comportement alimentaire. Très souvent, c'est quand même aussi sous-estimé. Parfois, on a une obésité qui est installée depuis longtemps ou des troubles du comportement alimentaire qui sont installés depuis longtemps. Il faut reprendre l'anamnèse du comportement alimentaire. Le comportement alimentaire, c'est quelque chose qui fluctue avec l'âge, avec beaucoup de choses dans l'environnement. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette anamnèse. Si possible, quand ils ont été suivants en pédiatrie, l'histoire pédiatrique, bien sûr. Et donc, bien impliquer l'entourage, les aidants. Ça peut être la famille, mais ça peut être aussi les éducateurs pour l'évaluation et la prise en charge. Et donc, on peut aussi, nous, on se base aussi beaucoup là-dessus, sur l'observation en vie réelle. Par exemple, quand ils sont hospitalisés, bien sûr, quand on a interrogé l'entourage. On a aussi, nous, on travaille beaucoup avec un soin médical de réadaptation à Hendaye, puisqu'ils font aussi partie de notre centre de référence. Les patients sont hospitalisés en général 1 mois. Et donc là aussi, c'est assez instructif sur la façon dont ils mangent et comment ils acceptent le cadre alimentaire, la restriction alimentaire. On recherche systématiquement donc les troubles du comportement alimentaire par un recueil clinique et puis les questionnaires. Alors là, je vous ai mis l'exemple d'un questionnaire. On en utilise 2 vraiment en pratique clinique, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes avec troubles du développement intellectuel. À ce moment-là, c'est vraiment l'entourage qui répond à ces questionnaires. Donc on en a un qui a été validé dans le cadre du syndrome de Prader-Willi, mais on s'aperçoit qu'il est vraiment très utile dans d'autres
TND, et c'est un questionnaire relativement court, en 11 items. Vous voyez qu'il y a 3 grandes dimensions. Donc, behavior, c'est la persévérance dans la recherche de nourriture, c'est-à-dire que la personne va négocier, demander, parler de nourriture. Par exemple, je vous donne une question: à quelle fréquence votre enfant ou l'adulte que vous accompagnez se relève-t-il la nuit pour chercher de la nourriture? Ça, c'est une question parmi plusieurs dans cette catégorie-là. Le drive, c'est l'intensité des émotions liées à la nourriture. S'énerver parce qu'on lui refuse un aliment, par exemple. Donc la question, ça va être quel est le degré de contrariété de votre enfant ou de l'adulte que vous accompagnez lorsque vous lui refusez la nourriture qu'il désire. Et la sévérité, c'est les pensées et les activités liées à l'alimentation qui interfèrent avec les activités normales. Donc, par exemple, là, ça va être en dehors des horaires normaux de repas, combien de temps votre enfant ou l'adulte que vous accompagnez passe-t-il à parler de nourriture ou à être impliqué dans des comportements liés à la nourriture? Ça peut être chez les enfants, par exemple, des comportements autour de la cuisine, la dinette, faire la cuisine, recettes de cuisine, réécrire des recettes de cuisine, etc. Donc ça nous donne une bonne idée. On fait un score total et de la sévérité, en fait, de ce qu'on appelle l'hyperphagie, mais qui est en fait bien au-delà de l'hyperphagie. Voilà, donc ça c'est pour l'évaluation. Et puis ensuite pour les traitements. Donc les traitements, si on a repris notre évaluation initiale globale, la prise en charge elle va forcément être multimodale. On va traiter les complications de l'obésité, on va mettre en place de l'activité physique adaptée, on va y revenir après. On va éventuellement supplémenter au niveau hormonal quand il y a des troubles hormonaux. Je parle par exemple du Prader-Willi où on a un hypogonadisme et une insuffisance en hormones de croissance. On va s'occuper du comportement alimentaire, l'éducation de l'entourage. Et là, on développe des programmes d'éducation thérapeutique qui impliquent l'entourage. Alors évidemment, chez l'enfant, c'est majeur. Mais chez les jeunes adultes, c'est aussi majeur. Parce que l'alimentation, il y en a partout. C'est quand même très, très difficile de mettre en place un cadre. Ce d'autant que le trouble du développement intellectuel peut être très léger chez ces personnes. Ce n'est pas forcément des déficiences importantes. Et donc, l'autonomie, elle est là. Et donc, il faut vraiment impliquer l'entourage pour pouvoir mettre en place les mesures sur le comportement, évidemment le suivi comportemental. Alors, dans le traitement après de l'obésité spécifique, quand on va un petit peu plus dans le détail, et ça c'est pour les formes les plus sévères, vous avez sûrement entendu parler de chirurgie bariatrique. Nous, on est absolument contre de faire de la chirurgie bariatrique dans les troubles du neurodéveloppement et en particulier quand il existe un trouble du développement intellectuel et de troubles du spectre autistique. Dans les contre-indications de la chirurgie bariatrique, il est bien noté que les troubles du comportement alimentaire non stabilisés, les troubles psychiatriques non stabilisés, les troubles mentaux, c'était il y a longtemps qu'on a fait ces recommandations, mais bon, elles vont changer un peu, sont des contre-indications parce que voilà, il y a quand même la chirurgie bariatrique, c'est très risqué. On en fait dans l'obésité commune. Je suis un centre où on fait de la chirurgie bariatrique. Mais c'est vrai qu'avec cette population, on évite. On ne le fait pas. Ensuite, on a certains traitements pharmacologiques de l'obésité qui commencent à arriver, avec un peu de difficulté à ce qu'on puisse les faire prendre en charge, mais on a des espoirs là-dessus, notamment, vous avez sûrement entendu parler des agonistes GLP-1 qui marchent quand même très bien dans des doses qui permettent la perte de poids. On aimerait bien pouvoir les utiliser chez ces patients qui n'ont pas accès à la chirurgie bariatrique et chez qui le comportement alimentaire pose souvent problème. Donc voilà, ça c'est vraiment des perspectives qu'il faut qu'on arrive à mettre en place avec eux. Et puis on a aussi quelques thérapies ciblées pour certains gènes, je vais y revenir à la toute fin. Donc finalement, les mesures, si on revient sur les mesures nutritionnelles, elles sont nécessaires à tous les âges de la vie, le plus précocement possible. C'est-à-dire que dès qu'on a, alors moi je ne suis pas pédiatre, mais je vois ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé pendant 18 ans par rapport au poids, il faut absolument que quand on a un dépistage du trouble du neurodéveloppement, le suivi intègre la surveillance du poids, de la taille, mettre sur la courbe d'IMC la surveillance du comportement alimentaire. C'est en prenant tôt
ces pathologies, qu'on arrivera à l'âge adulte à avoir moins d'obésité très sévère comme on les voit maintenant, et donc de situations très complexes. Je vous prends juste l'exemple du syndrome de Prader-Willi. Donc, il y a des problèmes avec le syndrome de Prader-Willi au moment de la transition, mais c'est plus des problèmes comportementaux. Depuis quand même qu'on fait une prise en charge multidisciplinaire, l'encadrement alimentaire, etc., les enfants ne développent plus d'obésité très sévère très tôt, sauf vraiment cas situation familiale, etc., difficile. Mais ce qui veut dire que quand on les prend en charge très tôt avec des diététiciennes, psychologues, enseignants en APA qui connaissent les troubles du neurodéveloppement, on a des résultats pour prévenir l'aggravation de l'obésité. Ils resteront peut-être pas toujours minces, mais on n'aura pas les situations qu'on a maintenant chez les adultes. Donc, dépistage à tous les âges, sur la courbe d'IMC, l'anamnèse du comportement alimentaire, éventuellement des questionnaires dédiés. Ensuite, il y a des mesures, alors là c'est très 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 schématique, hein. Bien sûr la qualité nutritionnelle, on parlait tout à l'heure de parfois ce qu'on voit dans les établissements médico-sociaux sur la qualité nutritionnelle, mais aussi dans les familles, donc avec des aliments très denses en énergie, des collations, etc. Donc, il faut vraiment qu'on améliore en fait la qualité nutritionnelle. On ne met pas les gens au régime, mais on améliore la qualité de ce qu'ils mangent. Et puis, on contrôle, on limite l'accès à la nourriture, on maintient des rythmes, on ritualise la nourriture parce que c'est souvent source d'anxiété très importante. Il faut que les personnes se sentent en sécurité alimentaire. Pas de restriction calorique, hein, pas de restriction calorique majeure. On adapte les apports aux besoins des personnes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est important d'avoir une idée quand même de ce métabolisme de base. Tout ça dépend du poids, de la taille, etc. Il faut détourner la personne des idées alimentaires, donc il faut lui proposer d'autres choses. On voit assez souvent des personnes qui ont déjà une obésité installée, des troubles du comportement alimentaire, et qui vont choisir les ateliers cuisine, qui vont choisir les ESAT, je ne sais plus, ESAT, cuisine, etc. Bon, là on est quand même souvent assez vigilant par rapport à ça. Et puis lutter contre la sédentarité. Et Cora l'a dit tout à l'heure, et ça je suis complètement d'accord avec elle, la coordination des acteurs pour la cohérence de prise en charge, en particulier sur les troubles du comportement alimentaire, c'est absolument majeur. Vous ne pouvez pas imaginer parfois les stratégies que les personnes développent pour utiliser les failles des systèmes. Donc il faut absolument que les personnes se parlent tout au long de la vie, mais aussi, surtout, au moment de l'adolescence. Moi, je vois trop des aggravations absolument majeures entre 15 et 25 ans. C'est vraiment la période charnière. Et il faut absolument qu'on arrive à améliorer ça, que ce soit bien sûr dans la prise en charge médicale, mais aussi environnementale, c'est majeur. Donc voilà, le petit flyer que Béatrice a fait avec son équipe, ça reprend aussi ça. À la maison, j'instaure un cadre alimentaire, je diminue l'exposition alimentaire pour limiter son impulsivité, je décentre sa préoccupation de l'alimentation. Ça, c'est des choses qui sont très bien pour les parents des enfants, mais qu'on peut bien sûr décliner aussi chez des jeunes adultes avec troubles du développement intellectuel ou chez des ados. Et puis en dehors du domicile, c'est parfois aussi là qu'est le problème. Il faut toujours maintenir, et on explique, on communique sur le cadre alimentaire, il faut une cohérence entre tout le monde. Et il faut anticiper les situations qui vont poser problème, hein. Par exemple les buffets, je parlais tout à l'heure des buffets, des occasions festives, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, il faut garder du plaisir alimentaire. On parle beaucoup, hein, quand on parle d'alimentation, de faire cadrer alimentaire, etc. Il faut garder le plaisir, hein, c'est la première chose avant tout. On peut garder du plaisir en maintenant une qualité nutritionnelle qui est bonne. Dernière chose, un tableau un peu rébarbatif, mais que vous pourrez aussi relire à tête reposée, c'est l'accompagnement en activité physique adaptée, mesure 23, si je me souviens bien, du plan, la stratégie nationale sur les troubles du neurodéveloppement, absolument majeur. L'activité physique, ça ne fait pas perdre du poids. Une fois que l'obésité est installée, l'obésité sévère, il faut en faire, de toute façon, mais ce n'est pas ça qui va faire perdre du poids aux gens. Par contre, si on développe l'activité physique régulièrement chez l'enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, chez l'adolescent, essayer de maintenir le plus possible et ne pas arrêter à l'âge adulte, c'est là où on arrivera effectivement, d'une part, à réguler mieux le poids,
réguler mieux le comportement alimentaire et puis réguler aussi tous les autres aspects comportementaux, anxiété, etc. Ça a quand même été maintenant bien montré. Alors il y a moins d'études dans les troubles du neurodéveloppement, mais quand même on est assez convaincu de ça. Moi j'ai fait une étude où on avait pendant 4 mois un enseignant en APA à domicile pour les personnes avec syndrome de Prader-Willi, donc en individuel. Parfois, il faut de l'individuel. J'ai mis privilégier les activités de groupe, mais parfois, ce n'est pas possible. Il faut de l'individuel. Eh bien, au bout de 4 mois, les personnes étaient beaucoup plus actives. On avait mis un actimètre qui montrait l'activité physique au quotidien. Et le test de vitesse, le test de marche, vous savez, sur 6 minutes, était aussi augmenté. Donc on sait que ça marche. Après, il faut des moyens adaptés et puis il faut des prises en charge parce que les enseignants en APA ne sont pas pris en charge par exemple par la Sécu, les diététiciennes non plus d'ailleurs. Alors dans le parcours de soins, donc évidemment premier recours, deuxième recours dans le soin en général chez les personnes, les pédiatres, les médecins généralistes, voilà. Et puis ensuite, pour les obésités plus sévères, donc c'est les centres spécialisés de l'obésité. Je vous ai mis la carte à droite. Si vous tapez centre spécialisé de l'obésité sur Google, vous trouverez. Il y en a 3 en Île-de-France. Nous, on est le CSO Île-de-France Centre. Il y en a dans le nord et il y en a dans le sud et l'ouest de la région de l'Île-de-France, avec une valence pédiatrique, une valence adulte. Ça, c'est vraiment pour les situations d'obésité sévère. Recours 3, il y a des recommandations qui ont été écrites sur la prise en charge de l'obésité récemment, qui sont parues à l'HS l'an dernier et qui donnent effectivement les niveaux de recours pour la prise en charge des obésités. Et puis, nous, Centre de référence maladies rares, pour l'évaluation de l'étiologie, par exemple cibler les gènes. On a aussi certaines prises en charge maintenant très spécifiques et je vous donne cet exemple-là. Donc ça, c'est le cerveau avec l'hypothalamus que vous avez ici et plein de gènes, peu importe lesquels, qui sont impliqués dans ce que je vous disais tout à l'heure, notamment la prise alimentaire, la dépense énergétique. Bien maintenant, on sait que des variants de ces gènes-là sont associés à une obésité précoce, des troubles du comportement alimentaire, un trouble du neurodéveloppement dans la majorité des cas, pas tous, mais la plupart du temps, on a un trouble du neurodéveloppement. Et on a maintenant un agoniste en fait, d'un récepteur qui est là, qui restaure en fait cette voie physiopathologique absolument majeure. Alors c'est une niche, c'est en accès précoce pour 2 ou 3 indications. Mais par exemple dans le syndrome de Bardet-Biedl, que vous connaissez peut-être, on a maintenant cette indication pour traiter les troubles de l'hyperphagie et donc les problèmes de poids. J'ai terminé, donc mon équipe que je remercie. Il y a quelqu'un parmi l'audience qui est dans cette équipe, merci, qui est au sein de l'équipe de nutrition Centre spécialisé de l'obésité dirigée par le professeur Aupert. Je travaille avec Béatrice Duberne, pédiatre, et puis bien sûr les collègues psychiatres indispensables, puisque je vous ai dit que ces personnes, troubles du comportement alimentaire, s'intègrent dans la prise en charge beaucoup plus globale des troubles du neurodéveloppement. Merci beaucoup.